La France, spécialiste dans le vol, France-Afrique, opération secrète et affaires d'État, pillage de plusieurs minéraux en Centrafrique ainsi que dans d'autres pays africains. Oui, ils sont qualifiés à donner plusieurs noms pour des opérations. Alors, en Centrafrique, ils avaient donné un nom. À l'époque de Bokassa, ils avaient donné un nom. Opération Barracuda. Oh, pour plus de pillage de l'uranium et le diamant. La France, spécialiste dans le vol. Et quand vous regardez, ils ont construit pas mal de beaux immeubles partout. Des avenues bien goudronnées et partout c'est éclairé avec les biens de l'Afrique. La France, spécialiste dans le vol. La France appauvrit immensément les pays africains. Partout c'est la France et la Belgique et l'Allemagne. L'Allemagne enfoirée de merde avec leur conférence de Berlin 1884-1885 pour les pillages immenses des minéraux en Afrique. Oui, en Afrique. Oui, l'Allemagne. Conférence de Berlin, une mafia immense. La France. Les États-Unis se cachent derrière et ils volent immensement. Les Nations Unies, elles servent à quoi? Dans la poubelle, une grande mafia. L'ONU sert à quoi? Que pour des trafics de numérique. Vous avez des casques bleus. Mais en réalité, ce n'est pas des casques bleus. Des multinationales cachées sous des uniformes, soi-disant casques bleus. Non. Opération, détournement immensement des centaines de minéraux sur les terres africaines. Non, les Occidentaux, 666, tous des voleurs. Ils sont diplômés dans le vol. En France, on vous met pas mal des belles universités, des beaux lycées, des collèges. Mais spécialistes dans le vol. Vol. Tous des menteurs. Opération spécialiste dans le vol. La France, elle appauvrit immensement les pays d'Afrique. Et après, ils disent que l'Afrique est un continent très pauvre. Grandement fou. C'est l'Europe. L'Europe, elle est tellement pauvre. Les États-Unis tellement pauvres. Alors, c'est grâce à qui que tout cela, ils sont bien. L'Afrique. Est-ce que l'Europe prend du diamant? Est-ce que l'Europe prend l'uranium? Est-ce que l'Europe prend l'uranium? L'uranium est égal. Pour l'arme nucléaire, elle est égale au site. Pour EDF, pour avoir l'électricité. GDF. Une mafia bien organisée. Voilà pourquoi ils aiment bien les dictateurs. Comme 8%, comme Kabila, comme Paul Kagame, comme Ali Bongo, comme Paul Biya. Tous les dictateurs sont les moutons de la France de merde, direction de l'Élysée de merde. Donc je vous remercie beaucoup de suivre ce direct. Oui, ce direct est un direct pour ouvrir les consciences de tous les peuples africains sur le carnage, ce qui se passe dans nos pays en Afrique.
Vous voyez les gens qui sont soi-disant des diplômés. Vous voyez des gens soi-disant diplômés. Doctorat, ingénieur, avocat, médecin, tout cela. Qui ont fait des grandes études. Des Africains, ils ont fait des grandes études. En France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Mais est-ce que ils ont fait des études pour le bien de l'Afrique? Non. Pour le bien de la France, des États-Unis et d'ailleurs. La preuve. La preuve. Nous avons pas mal des avocats, des médecins, des professeurs au Congo-Brazzaville. La majorité sont dehors. Mais est-ce qu'ils font immensement du bien pour le Congo-Brazzaville? Niet, niet. La vérité doit être dite. Nous allons passer aux choses sérieuses de la mafia. De la mafia. France-Afrique, opération secrète et affaires d'État. Pillage de plusieurs minéraux en Centrafrique ainsi que dans d'autres pays africains. On va y aller. À bon entendeur, salut, à tout à l'heure. Quand vous allez bien suivre ce direct, vous comprendrez le jeu de la France, le jeu des restes des Occidentaux. Parce que ce que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui, hein, c'est par rapport à la France-Afrique et par rapport au jeu de l'Allemagne. Berlin, c'est là-bas où ils ont partagé l'Afrique. Est-ce que nous, les Africains, on peut y aller à Berlin et diviser Berlin? Est-ce qu'on peut aller à Berlin et faire une conférence du partage de l'Europe? Est-ce qu'on peut le faire? Mais ces enfoirés de merde, ces enfoirés de merde qui se prennent pour les maîtres de l'Afrique, ont partagé l'Afrique et ont mis différents drapeaux, des hymnes nationaux, toujours en français. Quand l'Afrique va être libérée, nous devons être une Afrique des États-Unis. Hein? Une Afrique des États-Unis. Nous devons être unis pour être une force. Et nous devons fabriquer l'arme nucléaire. Nous devons avoir l'arme nucléaire. Comme ça, les pyromanes, voleurs, n'oseront plus venir jouer avec nous. C'est comme ça. Est-ce que ils peuvent aller faire les Occidentaux 666? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer en Inde? L'Inde a l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils peuvent aller jouer au Pakistan? Hein? Ils ont l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils peuvent aller jouer en Iran? L'Iran a l'arme nucléaire. Mais ils font quoi? Ils jouent chez nous en Afrique. Nous devons avoir cette arme. Et les Occidentaux 666, merde que vous êtes. Les enfoirés de merde. Et c'est le tien qui parle. Si vous n'êtes pas content, venez me voir. Plusieurs claques, gauche et droite. Enfoirés de merde. Maintenant, nous allons passer à la vérité. La vérité, oui, et la vérité triomphera. Oui. L'Afrique va mal à cause des jeux de la France, des jeux de la mafia. Oui, la mafia. La mafia. Les affaires africaines de la France sont au cœur de tous les scandales politico-financiers de ce début de millénaire. En Afrique, tout nous intéresse et tout nous rapporte. Le pétrole, l'uranium, le diamant jusqu'au pari mutuel. Nous utilisons l'Afrique noire pour blanchir notre argent sale. En 1983, Claude Jaget et moi-même avions rencontré l'ex-empereur Bokassa, placé en résidence surveillée chez Houphouët-Boigny à Abidjan,
depuis 1979. 18 ans plus tard, son discours paraît toujours contemporain. Récemment, un général en retraite nous avouait qu'en Algérie, l'armée française avait torturé. Le président de la République et le Premier ministre ont été sidérés d'apprendre cela, ils ne s'en doutaient pas. Informons donc nos élites des réalités du terrain et du génocide séculaire, économique et mental que nous conduisons en Afrique sous le couvert de la coopération. Amitié, estime, confiance. Voilà, Monsieur le Président, de quoi s'inspirent les liens qui unissent nos deux pays et dont j'atteste que vous êtes à présent, comme vous le fûtes toujours, un artisan et un exemple. Je lève mon verre en l'honneur du général Bokassa, président de la République centrafricaine, en l'honneur de Madame Bokassa, à qui nous sommes. C'est que, à son accession au pouvoir en 1974, c'est bien à moi, petit Bokassa ici, que Giscard a consacré la première visite officielle. Ça, il ne va pas encore dire que c'est faux. On peut comprendre que De Gaulle puisse clore son chapitre élyséen en recevant une dernière fois l'un de ses grognards favoris, le général Bokassa. Mais comment expliquer que le Centrafrique, du même Bokassa, soit la destination choisie par M. Giscard pour y effectuer son premier voyage officiel? En général, un président français choisit l'Allemagne, un geste fort. M. Giscard, lui, choisit le Centrafrique. Mais pourquoi? Il y a des substances extraites de l'uranium qui servent à l'agriculture, à faire surtout à l'agriculture. Et cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc la Suisse et la France achètent du minerai brut mais ils n'achètent pas. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est de l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Des années. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, mais il s'agit ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerai comme ça à chaque voyage? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, Oui, des années et des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium, et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Et on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. On ne donnait pas de résultats. On ne donnait rien, et puis rien. Alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerai. Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue Cette aussitôt. société à Suisse, Giscard d'Estaing ou la famille de Giscard d'Estaing aurait des intérêts. Absolument, ça c'est fatal. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé, il n'a pas de débouché sur terre, il n'a aucune chance, il doit se taire, et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on prend
On exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant. Pour le moment, ce sont deux minerais qui sont exploités. Nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Paris. Nous avons fait des dossiers. Nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer. Il y a une très forte teneur en minerais. Par exemple, 75% de fer. Et la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais rien. Et ce sont des cas où lorsque un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider à extraire le minerai. En ce moment-là, la France intervient pour empêcher la France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique. Que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres que le Centrafrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Mais en réalité, le Centrafrique reste encore une terre protégée. Le président de Alucis s'appelle Mayer, M. Mayer. C'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, M. Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors eux, ils ont eu un geste amical. Ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant de l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays sur l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine regorge de diamants et de l'uranium partout. La taille du diamant que nous avons, nous sommes associés avec les Américains. Des Beers. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50%, nous avons 50%, mais toutes les pierres taillées sont exportées à Londres, envoyées à Londres par les Débis, Diamond Distributor Inc. Et le gouvernement, rien. Ah, ça, il faut le crever, il faut sortir sur cette. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut sortir, il faut le jeu de la concurrence. Il faut le jeu de la concurrence, il faut. Alors, parce que. Ce qui est drôle, c'est qu'une idée comme ça qui jaillit et qui reflète la vérité même n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et c'est ça, alors dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes. Mais quand on sait que, tiens, tel gouvernement a envoyé telle mission à tel endroit, c'est le rôle des ambassadeurs d'ailleurs,
qui suivent toutes les délégations qui sortent, qui partent, parce que quand une délégation va faire un voyage dans un autre pays, l'ambassade, pas uniquement l'ambassade de France, mais toutes les ambassades sont au courant. Ils sont au courant. Alors, après, on commence à vous prévenir, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, c'est toujours comme ça, on va vous couper le crédit, cette histoire de crédit là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on m'a menacé aussi. Et pas contre moi, c'est-à-dire eux-mêmes, bien sûr que les Américains, ils étaient venus installer l'extraction de manière industrielle avec des machines et tout. Ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Alors, ils avaient préparé un contrat que j'avais signé avec eux au nom du gouvernement. Il y a eu le ministre des Finances qui a signé le même contrat. Au terme de ce contrat, il y avait un tant pour cent à verser au trésor de l'État. Ils devaient construire un village pour les travailleurs. Ils devaient construire une école pour les enfants des travailleurs, enfin le domaine social. Mais quand j'ai veillé là-dessus, pendant 3 à 4 ans, ils n'avaient rien fait pour les travailleurs. Il n'y avait donc pas le village. Pourtant, on a signé un contrat. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'école. J'ai dit non, c'est une exploitation. Vous avez signé avec nous un document. Vous avez installé les machines maintenant, les machines sont en place. Vous prenez du diamant. Tant pis, pour la part qui devait revenir au gouvernement, vous ne versez pas. Ça, laissons de côté. Alors, on parle de transfert de technologie. Je crois que, pour moi, il faut, si on veut parler de... On n'en parle pas, bien sûr, vis-à-vis de l'Afrique noire, on ne parle jamais du transfert de technologie. Jamais. On parle du transfert de technologie vis-à-vis de l'Union soviétique ou peut-être de la Corée Nord, je sais pas. On va chercher des pays comme ça qui sont des pays belliqueux pour parler de transfert de technologie. Mais un pays de pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre. Alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Alors, pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant. Et qu'on essaye de se réunir, que les pays occidentaux se réunissent et abordent le sujet exploitation du sous-sol africain. Voilà un thème. Dans des pays comme le Centrafrique ou comme l'Ouganda, ou comme le Rwanda, ou comme le Burundi, ou comme, je ne sais pas, enfin, tous les pays identiques à Centrafrique, les petits pays. On devrait penser à ces petits pays-là et commencer à décider de l'exploitation du sous-sol. Parce que des dossiers existent. Et les sous-sols accusent très franchement des potentiels économiques en minerais. Mais c'est obligatoire. Il faut commencer. Si on exploite déjà, si on veut bien, on peut en même temps adjoindre le problème de technologie là, parce qu'il le faut, pourquoi pas. Mais il le faut. Au lieu de laisser l'Afrique comme ça tout le temps pour lui déclarer qu'elle est pays pauvre, pays pauvre, pays pauvre, mais quel pays qui n'a pas été pauvre à son commencement? Tous les pays de ce monde étaient pauvres au départ. Moi, je veux dire que pendant 14 ans au pouvoir, je n'ai pas reçu un seul tracteur français. Non, vous demandez, il ne donne pas, je cherche beaucoup trop de palabres. Mais ce que vous demandez dans le cadre d'une coopération très amicale et même fraternelle, vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien reçu, en tout cas. Je n'ai absolument rien à citer. Pourtant, mes relations étaient au départ très très bonnes quand même avec Giscard. Mais je n'ai rien reçu. Giscard ne peut pas dire la coopération de la France, telle que j'ai vécu les faits avec mes yeux, c'est le couronnement.
À ça, la France a mis le paquet. Parce qu'il y a la musique de la marine française qui est venue rehausser mon couronnement avec les airs qu'elle a composés en France, tels que vous avez entendu. Il y a le ministère de la Défense de l'époque qui a envoyé un bataillon de soldats français, commandé par le colonel Maza, pour assurer ma sécurité pendant le couronnement. Le gouvernement français a mis à la disposition de mon gouvernement de l'époque 17 avions pour assurer le couronnement. Quel bel exemple de coopération entre la France et le Centrafrique. Mais c'est le début de la fin. Les services de renseignement informent les autorités que Bokassa se rapproche de Kadhafi et cela touche directement les intérêts stratégiques de la France. Si Kadhafi s'empare du Centrafrique, il ne fera qu'une bouchée du Tchad, situé entre les deux pays. On pardonne beaucoup à un dictateur, jamais la déstabilisation de nos intérêts stratégiques. Vers le premier mercredi du mois de septembre 1979. Et comme résultat du Conseil des ministres, Robert Galet a publié officiellement, et ça nous l'avons capté, nous l'avons entendu, qu'au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement et le président Giscard d'Estaing ont décidé de supprimer toute aide financière et matérielle, toute aide financière, économique et matérielle en direction de l'Empire centrafricain. Du jour au lendemain. Les banques françaises ont donc rapatrié toutes les parts, les banques franco-centrafricaines, parce que nous avons 3-4 banques en Centrafrique. Bon. Mais les banques ont été créées avec la participation de des parts françaises. Mais en ce moment-là, après ce Conseil des ministres, toutes les parts françaises ont été rapatriées et les banques se sont trouvées presque à zéro. Alors quand j'ai vu que les banques se sont trouvées à zéro, puis on ne sortait plus d'argent, non, il n'y avait plus d'argent en caisse. C'est là où j'ai négocié par l'intermédiaire des ambassadeurs, l'ambassadeur de Libye et l'ambassadeur centrafricain à Tripoli. Je les ai convoqués. J'ai dit, il faut arranger un voyage, Je voudrais voir Kadhafi. Le président m'a reçu à 23 h, donc le 19 septembre 1979, à 23 h précises. Le colonel Kadhafi. Il m'a reçu et l'audience a duré 1 heure, de 23 h à 0 h. Avait assisté à l'audience son ministre des Affaires étrangères, M. Triki. Alors, sur place, après que j'ai expliqué la situation au président Kadhafi, le président Kadhafi a dicté les mesures à prendre à son ministre, le ministre Triki, ministre des Affaires étrangères, et a demandé au ministre de prendre toute disposition afin que le président Kadhafi et moi, on puisse signer le texte le lendemain matin à 8 h. Alors, le texte comportait donc toutes les mesures que le président Kadhafi avait annoncées, à savoir aide tout de suite à mon pays pour une durée de 2 ans. Le président Kadhafi prenait à sa charge de payer tout le fonctionnement des services de mon pays pendant 2 ans, parce que je le lui avais demandé. Il me fallait, oui, les frais de fonctionnement, il me fallait 2 ans, le temps de remettre l'économie d'un pays en marche. Comme je vous dis que Kadhafi m'a reçu à 23 h, de 23 h à minuit, malheureusement à 2 h du matin, le ministre Triki vient m'annoncer, alors que je dormais déjà, il a frappé à ma porte, je me suis réveillé, et il m'a dit, la France a pris mon pays. J'ai dit comment? Il dit oui, jusqu'à envoyer à peu près 30 000 hommes de troupes. 30 000 30 000. Mais comment c'est ce chiffre? Oui. 30 000, ça me paraît énorme. Mais oui, mais le territoire est grand, parce qu'il y a eu des soldats partout, avec les avions, avec d'abord les hélicoptères et puis les transals. Il a pris, non seulement les militaires sont arrivés à Bangui même,
Mais il les a envoyés dans toutes les grandes villes de province pour m'empêcher de rentrer. Des militaires français. Ce sont des militaires français, les troupes de Barracuda. Les troupes du Barracuda. Les troupes Barracuda. C'était l'opération Barracuda. C'était l'opération Barracuda. Bon. Lorsque j'ai rencontré le président Kadhafi, l'argent, oui. Mais au moment où les troupes françaises sont arrivées à Bangui, j'ai voulu le voir. Il m'a dit non. Il a dit à Triki de me faire savoir qu'il ne me reçoit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors Triki m'a dit, il vous propose de reprendre les 500 soldats que vous lui avez donnés pour la formation militaire. Il pourrait le compléter, porter ce nombre à 2000 ou 3000 selon votre propre désir, et qu'il vous conseille d'aller à la contre-attaque. Alors moi j'ai dit non, j'ai suffisamment réfléchi et j'ai dit à Triki, je ne peux pas. Je ne peux pas pour la raison qui est celle que j'ai été formé par la France, par les officiers français, je suis citoyen français, je suis moi-même, même si j'ai été détaché et mis à la disposition de mon pays, à la demande de mon pays, ce n'est pas cette raison de la présence des troupes françaises à Bangui qui ferait que j'aille combattre ces troupes-là. Je ne peux pas. C'est impossible. Je dis, quand on aime un pays, c'est un peu comme ça, sa patrie, c'est comme sa maman. Je ne peux pas, moi, Bokassa, diriger le canon de mon arme contre un soldat français. Je pensais qu'en allant trouver Giscard, on pouvait trouver une solution. Une solution intermédiaire qui pouvait nous arranger tous. Malheureusement, j'ai été très mal reçu parce que aussitôt que l'avion... Donc votre caravelle était à Benghazi. Ma caravelle était à Benghazi, avec moi. Le 20 septembre, Le 20 septembre 1979. 1979. J'ai donc quitté Benghazi le 20 septembre 1979 à 10h du matin pour Paris. Mais entre-temps, pendant le vol, j'ai réfléchi. J'ai demandé au pilote d'aller avec moi vers un autre pays, tel que le Maroc. Parce que, en cette époque-là, j'avais l'amitié du roi Hassan II. Alors, je voulais aller d'abord là-bas, mais les pilotes avaient déjà reçu des consignes de Giscard et ils ont refusé de m'amener au Maroc. Donc, ils ont continué directement sur Paris. Et à partir, aussitôt que l'avion Caravelle a pénétré dans le ciel français, des Mirages, donc des avions de guerre, sont venus poursuivre mon avion et l'obliger à aller atterrir sur le terrain militaire d'Évreux. Alors que moi, je voulais atterrir simplement à Roissy. Mais j'ai été obligé par les avions de chasse français à atterrir à Évreux. Alors quand je suis arrivé à Évreux... Pourquoi Évreux? Eh bien, parce que je devais être arrêté. C'était les instructions que Giscard avait données. C'était pour pouvoir m'arrêter. Quand je suis arrivé sur le terrain militaire d'Évreux, j'ai trouvé un régiment de troupes françaises. Le régiment était là au complet avec des chiens bergers allemands. Les troupes étaient équipées, il y avait des chars de combat partout. Et aussitôt que mon avion a été dirigé vers un point, ils ont tout de suite placé un char devant, un char derrière, un char sur le côté droit, un char sur le côté gauche. Et ensuite, il y a eu le colonel qui commande la base militaire d'Évreux, qui est venu avec 6 soldats, qui a invité toute ma suite à quitter l'avion. Et ce colonel et les soldats m'ont bloqué à l'intérieur de l'avion. Et c'est là où ils ont commencé à me fouiller. Et tout ce que j'avais amené comme valise a été saisi. Ils ont pris ma valise. Ils m'ont laissé avec cette tenue-là. Cette tenue, c'est une tenue que j'ai achetée en Chine quand j'étais en visite officielle en Chine. Ils vous ont fouillé? Ah, mais ils m'ont fouillé jusqu'à un endroit impossible. Alors moi, je me suis étonné, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous me faites ça? Ils m'ont dit, taisez-vous, vous ne commandez plus rien. Ils m'ont fouillé de partout, ils m'ont fait déshabiller, ils m'ont mis nu dans mon avion. Et après m'avoir fouillé, déshabillé, ils ont fait fermer l'avion. Je suis resté tout seul dedans pendant 4 jours et 4 nuits.
dans l'avion. Sans voir de journalistes? Non, du tout, non, 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 impossible. Impossible. Dans ce moment-là, il y avait toujours les troupes françaises armées jusqu'aux dents et qui étaient là. C'était une séquestration. C'était une séquestration illégale. C'est arbitraire, c'est du jamais vu. Donc depuis votre départ, la veille de Benghazi, vous n'aviez jamais pu rencontrer de journalistes? Vous aviez jamais pu... Jamais, absolument jamais. Jamais. Bien, 4 jours dans l'avion. Et puis? Ben, 4 jours dans l'avion, le 4e jour au matin, au grand matin, donc à 4 h du matin, les mêmes troupes sont venues avec le colonel, elles sont venues me chercher de cet avion-là pour me transférer dans un avion militaire DC-8 de l'armée de l'air française. Et là, il y avait 120 militaires dedans, armés, ils avaient des pistolets, ils ont chargé les pistolets et ils prenaient la garde autour de ma tête 6 par 6 jusqu'à l'arrivée à Abidjan. Nous sommes pas... tout seul, pourquoi? Moi j'étais tout seul, nous sommes partis à 4 h du matin, on est arrivé à 9 h du matin ici et ils m'ont remis officiellement au président au fait. Depuis le 24 septembre 1979, je suis déjà depuis 4 ans ici à Abidjan. Et entre-temps, tout vous a été... Eh bien écoutez, après que Giscard m'a expédié ici, il a donné l'ordre à l'ambassadeur Robert Piquet de récupérer mes biens. L'ambassadeur Robert Piquet, avec le concours des soldats français, ils ont enlevé, ils ont pris la totalité de mes biens dans mon propre village et à Bangui. Mes villas de Bangui, la villa dans laquelle je dormais dans mon village natal, a été complètement fouillé et tout a été pris. Tout. Ces biens-là ont été chargés dans les avions Transat et amenés en direction de Orléans et ils ont été débarqués dans un magasin militaire à Orléans à la disposition de Giscard. J'ai appris que Journiac n'avait pas apprécié ce que Giscard m'a fait, parce qu'il était conseiller juridique de Giscard. C'est tout ce que j'ai appris. Le reste, Parce que M. Foccart, à l'époque, n'était plus à l'Élysée. Non, non, il n'était pas à l'Élysée, non. Il n'était pas à l'Élysée. Il y avait une femme juge d'instruction à Paris qui vous avait défendu. Oui, Madame Rosès, qui était présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle non plus n'avait pas apprécié ça. Enfin, c'est ce que l'on m'a rapporté, parce que moi je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Ben, il paraît que Giscard l'a mutée parce que Giscard lui reprochait le fait de m'avoir défendu, parce qu'elle n'avait pas apprécié ce que Giscard avait fait, et Giscard était mécontent. Donc Giscard l'a mutée à la cour de la Haye, à la justice de la Haye. Elle n'est plus en France, elle est à la justice de la Haye. Donc elle a été mutée à cause de moi. Il y a des gens qui ont monté la tête dressée, payé même pour pousser des cris, pour faire, comme vous dites là. Avec la télévision, on peut faire, on peut faire du mal à quelqu'un. On peut faire du mal. C'est une arme de la plus dangereuse possible. La plus dangereuse. Vraiment, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, que Giscard m'avait interdit toute amitié avec Foccart. Alors moi, ça m'avait fait mal. Moi, j'ai eu des problèmes. Il y a des Français, des ministres français qui m'ont parlé, qui m'ont dit, pourquoi vous obéissez lorsque Giscard vous dit de couper vos amitiés, vos liens avec Foccart. Je leur disais, écoutez, c'est un piège que je veux voir où est-ce que ça va en finir. Giscard m'a interdit toute amitié avec Foccart, mais je veux voir qu'est-ce que Giscard va faire. Et effectivement, j'ai vécu. Mais maintenant, Foccart, c'est fini, nous avons repris. Mais autrement, Foccart est resté bien tranquille, bien même vraiment effacé, complètement effacé de tout. Lui aussi, il a souffert parce que Giscard ne l'aimait pas.
Giscard ne pouvait pas sentir Foccart. Foccart a une chance inouïe, parce que Giscard, quand il est contre quelqu'un, c'est mauvais. Il était contre Boulin et il me l'a dit. Boulin? Oui, il était contre Boulin, à fond. Et c'est lui Boulin. Quand il dit que Boulin est mort noyé dans un lac, mais c'est pas vrai. On en parle en France. Non, c'est Giscard qui a... Mais pour quelle raison? Non, parce que d'abord Boulin est gaulliste. Il n'aime pas les gaullistes. Et puis il disait que Boulin lui mettait les bâtons dans les roues parce qu'il se croyait gaulliste, il se croyait tellement gaulliste, il se conduisait comme un premier ministre, ce n'est pas possible. Il est ministre comme tout autre, etc. Et puis je crois qu'il avait une intuition, une peur de voir Boulin un jour se présenter candidat de la République française. Je vous le dis, hein, parce que il m'a menti, moi. Il m'a dit que Boulin briguait le poste de Raymond Barre. Oui. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il n'aimait pas Boulin du tout. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait fait Boulin dans son système habituel. Parce que comment voulez-vous un grand ministre comme ça? Après, on lui a mis des sales histoires sur le dos, l'histoire des propriétés qui était vraiment un simple scandale pour disqualifier Boulin. Mais pourquoi M. Giscard d'Estaing a-t-il choisi le Centrafrique pour y effectuer son premier voyage officiel en 1974? Personne ne souhaite s'interroger sur cette amitié contre nature de 12 ans et personne n'imagine que les avatars d'Elf ne sont que le prolongement de ce génocide économique. 1967, 1968, 1 an, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979. Ça fait 12 ans facile. Et en 12 ans, tous les diamants que je lui ai donnés, il a déclaré qu'il les a vendus et il n'a eu que 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA qu'il a envoyés à la Croix-Rouge centrafricaine. Et la présidente de la Croix-Rouge centrafricaine a bien fait une déclaration en disant qu'elle n'a jamais reçu un franc de Giscard. C'est très exactement en 1967 que Giscard est venu à Bangui. Il est venu en visite privée. Il n'était pas venu dans le cadre de travail comme ministre des Finances français. Non, il était venu en visite privée. Il m'a rencontré. Il s'est présenté à moi. Je l'ai accueilli. J'ai donné un banquet le soir. Autour de ce banquet, il y avait les hommes d'affaires français, les ambassadeurs et les hauts cadres centrafricains. Tout mon gouvernement était présent. J'ai eu donc un banquet, un grand repas. Et à la fin de ce repas, j'ai porté un toast à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances à l'époque. Il a répondu. Et après les deux toasts, après avoir bu le verbe de l'amitié, nous sommes descendus du haut, là où nous étions, nous sommes descendus et je lui ai présenté les plateaux avec des diamants que j'avais choisis pour lui. Je lui ai offert des diamants. Et les hommes d'affaires, les ambassadeurs, les membres de mon gouvernement, tout le monde était présent et tout le monde a vu. Et par la suite, il revenait souvent. Pourquoi il revient? Il revenait souvent et il m'avait demandé une zone de chasse. Alors je lui avais attribué une zone de chasse. Et il venait chasser les éléphants. Il n'avait pas besoin de chasser beaucoup, il devait tirer seulement sur les éléphants parce qu'il y en a vraiment.
il y a beaucoup d'éléphants en Centrafrique. Alors, ils venaient tirer sur les éléphants, ils choisissaient les plus gros porteurs, les éléphants qui avaient des belles défenses. Alors donc, quand ils tuaient, ils récupéraient les défenses et ils récupéraient la queue, les poils de la queue pour faire les bijoux là. Il a fait beaucoup de bijoux avec les poils de l'éléphant, des bijoux qu'il a vendus. À moi, il m'a offert une manchette avec les poils de la queue de l'éléphant. Et lui-même, il portait une gourmette, il portait des manchettes avec les poils de la queue de l'éléphant. Mais je sais qu'il en vendait beaucoup. Chaque année, il venait 2 fois. 2 fois par an. 2 fois par an. Et quand moi j'allais en France, il venait me trouver dans ma maison en France. Il partageait le repas avec moi. On discutait ensemble. Je mettais un appartement à sa disposition pour qu'il se pose après le repas. Mais c'était régulièrement. Et à chaque rencontre, à chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent des pierres. Comme il me le demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les pierres, c'est des diamants? Les diamants que je lui remettais. Régulièrement, je lui remis des diamants. Mais ce que je parle, je dis, pourquoi ils ont attendu ils ont attendu que je sois déposé par eux-mêmes pour raconter cette histoire-là. Voilà des gens comme ils sont mauvais dans la vie. Parce que du temps où j'étais chef d'État, quand je leur donnais ces diamants, ils acceptaient bien et puis ils avaient le sourire tout autour de la tête. Maintenant que Giscard, lui, m'a déposé, il prétend que ces diamants n'étaient pas des beaux. Mais pourquoi acceptait-il ce diamant? Pourquoi il me le... Mais actuellement, je souhaiterais bien qu'il me le rende. Parce que, oui, j'en ai besoin, puisque c'est pas beau. Mais je souhaiterais très bien qu'il me le rende. Tant pis, j'en ferai mon usage personnel. Giscard est un homme qui a un gros cœur. Ouais, c'est un homme jaloux. Parce que quand il venait dans mon village natal, je déménageais mon épouse. J'envoyais mon épouse à Bangui. Je mettais la villa somptueuse, la villa principale, notre villa principale, mon épouse et moi. On a une villa qui était notre villa principale, avec tous les biens dedans, avec les coffres-forts, avec nos diamants qui étaient dans le coffre-fort. Non, je dis que mon cas est un cas très très mystérieux. Giscard est le seul à expliquer. Or, quand les journalistes lui posent des questions, il n'explique pas. Mais, puisque c'est comme ça, moi je vais vous faire une révélation. Le président Félix Houphouët-Boigny, que je respecte comme un père, il n'a pas manqué de me dire à plusieurs reprises, par plusieurs fois, il m'a dit que Giscard avait fait que je n'avais rien fait. Et Giscard m'a noyé exprès. Et que quand il a décidé de me noyer, c'est Senghor qui l'a poussé. Senghor a dit il faut le faire. Parce qu'il est empereur et il faut le faire tomber. Houphouët me l'a dit. Moi je peux citer maintenant. C'est quand même un grand homme. Je ne crois pas qu'il ait à un seul moment menti. Il y a eu un problème de famille là-dessus aussi. Oui, ben parce que mon foyer n'existe plus. C'est-à-dire? Je ne vais pas le dire parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire. Mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber, non seulement il a pris mes biens, mais il faut qu'on pose la question à Giscard, qu'est-ce qu'elle est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine. Et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas
de point noir qu'il n'y a pas de problème. Il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine Journiac le faisait prendre Catherine, venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Adricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Oui, chez moi. Chez moi, à Adricourt, quand j'avais annoncé ça au Canard enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Adricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine ne l'a plus aussi. Puis il a utilisé Catherine. Journiac était devenu l'ami intime de Catherine. Et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas au Cameroun. C'est beaucoup les accidents d'avion. Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort, hein. Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. Quand Giscard est venu à Berengo en décembre, en mi-décembre 78, il est venu, il a passé 10 jours avec moi, il est venu sans presse, il m'a demandé de ne pas en parler. Alors moi, à chaque fois qu'il venait, non, parce qu'il venait pour sa détente, puis il venait avec ses petites copines, il tirait 10 jours chez moi à chaque fois qu'il venait, il descendait directement avec l'avion DC-8 sur mon terrain privé au village natal, parce que j'habite à 80 km de la ville de Bangui. Giscard venait régulièrement, et chaque fois qu'il venait là, il me demandait de ne pas en parler à la presse. Alors, donc la presse n'en parlait pas, ni la presse locale, ni la presse européenne. Personne n'en parlait. Parce que, comme il était exactement, il était mon ami, et je faisais ce qu'il me demandait de faire. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Combien de nombre d'éléphants tués? Il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Parce qu'il y a des textes qui disent que tout ce qui possède les zones de chasse sont astreints à payer une certaine somme à l'État. C'est des sommes très modestes, mais il faut les payer quand même. Mais Giscard d'Estaing n'a jamais payé un sou, pas un franc. Il n'a jamais payé rien. Ils sont très radins. Ils sont très radins. Ce sont des gens qui vivent. Vous ne verrez pas la famille Giscard sortir un franc devant vous, hein. Et ça, je peux vous le jurer. Parce que quand même, depuis 1967 à 1979, j'ai eu largement le temps de les connaître. Je vous dis, Giscard venait partager les chambres avec moi. Je lui donnais une chambre. Moi, j'avais une autre. Et on se partageait la salle de bain. Jusqu'à ce point-là, quand même. Il allait d'abord faire sa toilette. Quand il avait fini, il prenait sa douche, il se lavait. Quand il avait fini,
Bon, je me prévenais qu'il a fini. Moi, en ce moment-là, j'ouvrais la porte, puis je rentrais dans la salle de bain pour m'apprêter moi aussi à mon tour. Non, non, non. Il ne m'a jamais reçu dans sa famille. Jamais. Je l'ai reçu partout. Moi, je l'ai reçu en France plusieurs fois. Je l'ai reçu aussi chez moi, en Centrafrique, plusieurs fois. Mais Giscard ne m'a jamais reçu dans sa famille. Vous lui avez présenté vos parents? Ben, la dernière fois, en 1978, j'étais parti en France avec quelques membres de ma famille, quelques parents à moi. Parce que chez nous, les Africains, quand vous pouvez présenter la France à vos parents, ils sont très contents parce que d'autres entendent parler, ils ne savent pas ce que c'est que la France. Alors, comme moi, j'avais le privilège d'avoir des maisons en France et d'avoir les moyens de déplacement, par exemple l'avion. Je partais, j'amenais mes parents pour leur montrer la France et pour dormir avec eux chez moi. Et une fois, en 1978, la dernière fois où j'ai reçu Giscard chez moi dans mon château de Villemaurin, je lui ai présenté mes parents. Et ils ne les avaient pas vus de bonne tête, hein, et ils n'étaient pas contents. Non, non. Ben moi, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas contents. Hein. Mais on ne peut jamais se séparer de ses parents, vous savez, quel qu'ils soient. Moi, je ne peux pas me séparer avec mes parents. Je suis un Africain. J'ai des parents, comme j'ai des amis parmi les Africains, et puis j'ai des amis parmi les Français. Et ça, c'est tout à fait naturel. C'est la loi de la nature. Nous sommes faits comme ça. Mais Giscard supportait mal mes parents. Mon passé, quand même, est un passé solide, solidement constitué. Et les blessures de guerre, et les croix de guerre, et les légions d'honneur à titre de guerre. Chevalier de la Légion d'honneur à titre de guerre, ça, c'est pas donné à moi. Je ne vois pas, parmi les chefs d'État là aujourd'hui, africains comme moi-même, je ne vois pas qui a le chevalier d'honneur, le chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Quand on parle de massacre, on peut parler aussi de la disparition de Robert Boulin, de la disparition de Breuil, qui sont tous deux ministres. Pourquoi on accuse Bokassa alors qu'à l'autre bout, à l'opposé de Bokassa, Giscard a fait pire. Giscard a fait pire. J'avais omis de vous donner quelques précisions qui sont utiles et indispensables pour vous, que vous devriez savoir. C'est que premièrement, Giscard, dès qu'il m'a fait déposer, il a fait enlever tous les documents qui attestent la sortie des diamants de la taillerie nationale centrafricaine. Il a fait enlever les papiers. Parce que quand je transmettais les ordres par écrit qu'on m'amène le diamant pour que je remette à Giscard, la taillerie nationale de diamants gardait les papiers. Ça c'est un. De deux, le ministre qui prenait de l'argent pour aller payer, parce que le diamant ne sortait pas de la taillerie pour Bokassa, non. Il sortait pour être offert à Giscard, mais c'est Bokassa qui payait. Et le ministre à qui je remettais de l'argent pour payer à la taillerie nationale de diamants, c'est le ministre Jean Amiti, un ministre d'État, qui s'appelle Jean Amiti. Et lui, le ministre, il sortait l'argent. Il prenait l'argent que je lui donnais pour aller payer le diamant. Tout ceci pour vous dire que je vous ai donné l'origine de diamants que j'achetais pour offrir à Giscard. Je remettais l'argent au ministre. Le ministre remettait cet argent-là à Madame Dimitri. Madame Dimitri allait acheter. Et elle a amené le diamant devant le ministre Jean Amiti. Je gardais le diamant comme c'était pour Giscard. Dès que j'avais contact avec Giscard, je le lui donnais. C'était quoi? C'était un diamant? Non. C'est toujours plusieurs, c'est dans des écrins. Oui, je donne par exemple 20 écrins. Qui sont déjà taillés? Oui, ils sont déjà taillés. Les plus gros sont seuls dans chaque écrin. Mais s'il y en a de 1 carat, 2 carats, 3 carats, on met facilement 3 diamants de 3 carats dans un écrin. Facile, parce que les écrins,
Il y en a qui sont des écrins qui sont enveloppés en velours, en tissu velours. Il y a des écrins qui sont gros comme ça, il y a des écrins qui sont petits. Les écrins ont des volumes variés.